de presque 1 hectare. Et on doit faire là-bas 1 an et 8 mois, selon la directrice du Promojet. Ces récupérateurs, membres de l'association Bokoudium, déplorent également leur non-implication dans le processus. Ils indexent leurs dirigeants et ceux du Promojet. Abdou Dian, récupérateur. Oui, les responsables du Promojet ont consulté ceux qui dirigent notre association. Ils sont 25 récupérateurs au total. Ces derniers plaident que pour leur cause. Ils les ont amenés à Mbour pour discuter avec eux. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ici? C'est pour tous les récupérateurs quand même. Les récupérateurs de la décharge de Mbobes interpellent les autorités étatiques. Ils sont tout de même disposés à discuter avec les responsables du Promojet pour trouver un terrain d'entente. Aminata Bakar Massar, Radio Média. À Kaolack, l'association des adjoints au maire du Sénégal qui monte encore au créneau. Ses membres exigent des indemnités, la reconnaissance juridique de leur association, le statut de l'élu local, entre autres revendications. Joseph Diop, le président de l'association des adjoints au maire du Sénégal, interrogé par Fatou Mbawa. Nous avons, comme vous le savez, obtenu des augmentations de nos indemnités avec le régime sortant, mais jusqu'aujourd'hui, il nous reste quelques points à défendre. Il nous reste beaucoup de points, notamment 7 points que nous allons continuer à défendre au nom des 2023 adjoints au maire. Donc, dans ces points-là, se trouve être dans le mémorandum, il y a surtout le statut de l'élu local. Donc, on aimerait que nous soyons reconnus comme il le faut, mais obtenir également une reconnaissance juridique de notre association qui tarde à voir le jour. Nous comptons vraiment sur ces autorités à qui nous avons adressé des demandes d'audience pour les rencontrer, le président, le premier ministre, le ministre de tutelle, mais également les autres autorités qui peuvent faire fonctionner notre association. Il faut aussi une retraite communale, municipale, si vous voulez. Il nous faut une prise en charge médicale et d'autres points que nous souhaiterons obtenir avec l'aide des autorités, notamment la formation des adjoints au maire, mais des passeports de service, des indemnités que nous souhaitons vraiment, et ça c'est une question cruciale, que nos indemnités soient logées dans les fonds de dotation, parce qu'il y a certaines communes qui n'ont pas les moyens pour payer leurs adjoints au maire. Et ça, nous attirons l'attention de l'autorité qu'il y a des mairies qui ne peuvent pas payer leurs adjoints au maire, manque de moyens. C'est pourquoi nous demandons que nos indemnités soient logées dans les fonds de dotation. Nous parlons éducation maintenant avec la section SAES de l'université de Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack qui compte poursuivre son plan d'action à l'issue de son mot d'ordre de grève de 48 heures qui prend fin aujourd'hui. D'autres actions comme une marche nationale sont prévues dans les prochains jours. Les enseignants vont donc se battre pour obtenir gain de cause par rapport à leurs revendications. Il s'agit notamment de l'absence de budget pour leur université et le problème des chantiers non achevés. Écoutons à ce sujet Cheikh Atap Mané, secrétaire général du SAES, l'université El Hadj Ibrahima Niass, joint par Hadj Ndiogou Diène. Pour la journée d'hier, nous avons fait une petite évaluation. Donc les collègues ont suivi le mode à 100%. Idem aujourd'hui parce que je viens des campus et les autres EG de section des autres campus ont fait pareil. Donc ce qui veut dire que depuis hier, l'université du Sine Saloum, il n'y a pas d'activité pédagogique au niveau de l'université du Sine Saloum. Maintenant, la suite du plan d'action, c'est d'abord en fin de semaine faire une évaluation à l'AG et discuter avec les collègues, pouvoir continuer à dérouler le plan d'action. Parce que dans le plan d'action, il y a des points qui ont été mis en place. C'est de pouvoir quand même rencontrer quelques autorités locaux, notamment aussi les guides religieux, échanger avec eux sur la question parce que c'est une question qui nous interpelle de tous. On ne peut pas quand même parler de l'université du Sine Saloum aujourd'hui sans parler aussi du Khalif des Niassènes, donc qui doit être sensibilisé sur la question. Donc dans le plan d'action, il est prévu aussi de le rencontrer, mais aussi d'autres activités vont suivre, notamment une marche qui sera mise en place. C'est que nous n'allons pas nous laisser faire actuellement parce que la marche elle est lancée. Et là, tant que nous n'avons pas gagné de cause quand même, dans les conditions précaires et catastrophiques que nous travaillons, nous prévoyons quand même de pouvoir continuer la lutte. Pour la marche, est-ce que vous avez fixé une date ou pas encore? Pas encore. Donc on va en parler en Assemblée Générale au courant de la semaine, parce que quand même c'est une question très très sérieuse aujourd'hui pour une université qui n'a pas de logo, pour une université qui est montée en puissance et pour une université qui n'a pas de budget jusqu'au moment où je vous parle. Donc parce que le budget a été rejeté. Donc nous allons convier tous les parties prenantes à nous accompagner par exemple dans cette lutte jusqu'à satisfaction quand même. 12h12, nous parlons toujours éducation dans ce journal avec le secrétaire général du CELS, Amidou Djedjou, qui était au chevet de l'enseignant Cheikh Ahmadou Bamba Souane qui a été agressé à Linguère. Le secrétaire général du CELS qui appelle les populations et les autorités à plus de protection à l'endroit des enseignants et salue la forte mobilisation de ses collègues derrière Cheikh Ahmadou Bamba Souane. On écoute Amidou Djedjou au micro de Baye Hassan Diao.
Nous sommes venus à Linguère en solidarité à notre collègue et camarade Bamba Souane de l'IF de Linguère, précisément en service à Barkédi, qui a fait l'objet d'une agression. C'est vrai que c'est pas au lieu de service, c'est pas à l'école, mais une agression dans le village où il sert. Une agression qui est intervenue à un moment où il ne s'y attendait pas et qui a mis tout le monde dans ses états. Personne ne pouvait comprendre, ni les enseignants, ni les populations. Personne ne pouvait comprendre. Aujourd'hui, il a fait l'objet d'une agression assez sauvage parce que nous ne sommes pas sûrs qu'il pourra récupérer en tout cas l'ensemble de ses yeux, ce qui peut lui causer un préjudice énorme. Nous sommes venus d'abord marquer notre solidarité, mais nous sommes venus ensuite lancer un message à l'endroit des populations, que ces populations comprennent que l'enseignant n'est pas un adversaire, encore moins un ennemi. C'est quelqu'un qui est venu au nom de l'État pour accompagner les enfants du Sénégal partout où ils se situent. De ce point de vue, il a besoin d'être mis en confiance, il a besoin d'être sécurisé, il a besoin d'être protégé. Nous le demandons aux populations, mais également nous le demandons à l'autorité. Je pense que au regard de la spécificité de chaque zone, l'autorité doit prendre des dispositions pour renforcer la sécurité des enseignants dans la zone. Est-ce que c'est en termes de mise en place d'un dispositif devant permettre d'accompagner psychologiquement les enseignants de la zone qui sont affectés? Est-ce que c'est en termes d'installation de postes de gendarmerie ou de police? Est-il que nous lançons cet appel au renforcement de la sécurité de l'agent. Les enseignants du département de Linguère ont décidé de marquer le solidarité l'un dans l'autre, c'est pour alerter les populations. Merci d'écouter la radio Futur Média. Il est 12h, bientôt 15 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Nous parlons du gel des importations d'oignons à partir de ce 25 janvier. Au-delà de cette date, aucune cargaison ne débarquera au port de Dakar. Les acteurs de la filière oignons, surtout les producteurs, applaudissent, mais les consommateurs émettent des craintes au cas où il n'y aura pas de cohabitation entre l'oignon local et celui importé. C'est un dossier concocté par Nafissatou Silla. Aucune cargaison d'oignons ne débarquera au port, une décision de l'Agence de régulation des marchés, mais après consensus, et d'ici là, près de 19 000 tonnes d'oignons importés seront injectés dans le marché, en attendant bien sûr l'introduction de la production locale. Une décision bien appréciée par l'interprofession Oignons du Sénégal, à l'India et leur chargé de communication. Nous attendons plus de 15 000 tonnes d'oignons avant le 25 janvier pour la consommation mensuelle et ça fera l'affaire d'ici l'introduction de l'oignon local. Alors c'est normal de bloquer les importations. Au-delà de cette date, rien n'entrera plus dans le pays. Les commerçants sont ainsi prévenus. Au-delà de cette date du 25 janvier, on ne va rien tolérer. Sinon, ça va fatiguer les producteurs locaux et les prix vont considérablement chuter. Ce n'est pas à leur avantage. On ne peut pas créer des champions en dehors de nos frontières au traitement des producteurs locaux. Les commerçants sont donc prévenus, même si les productions ne sont pas énormes pour le moment en termes de quantité. Cependant, les consommateurs craignent une rupture d'ici l'injection effective de toute la production locale dans le marché. Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN, parle de cohabitation pour éviter toute inflation. Ma crainte, c'est que une fois que ces événements passés, c'est-à-dire les événements d'Elayen, Kastouradia, Porokhan et entre autres Djamal Sokone, c'est des événements religieux qui engendrent une consommation importante d'oignons. Le 10 février, l'oignon local ne pourra plus suffire pour alimenter correctement le marché sénégalais. Et là, conséquence, les prix vont flamber. Nous aurions aimé qu'il y ait une cohabitation entre l'oignon local et l'oignon importé pendant au moins 15 à 20 jours afin que les prix soient établis. Parce qu'un marché asséché entraîne forcément une inflation sur le prix de l'oignon local. Parce que quand l'oignon local va arriver, il va s'arrimer au prix le plus fort. Ainsi, l'ASCOSEN exhorte les producteurs locaux à plus d'engagement dans la culture pour un oignon de qualité au grand bonheur des consommateurs. 4-3-2-1-0. Merci Nafissatou Silla. Économie, toujours le chef de l'État qui peint un tableau sombre de la situation budgétaire et financière du pays. Bassirou Diomaye Faye parle de marge de manœuvre quasi inexistante selon des économistes. Il s'agit là d'une situation grave. Il estime que les conséquences de cette situation pourraient être difficiles à gérer tant pour l'État que les populations. Dossier ficelé par Boubacar Dieng.
Nous faisons face à un État contraint, dont les marges de manœuvre budgétaires et financières n'existent quasiment plus. Des propos du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui sonnent comme un aveu d'impuissance. El Hadj Mansour Samb, économiste, par ailleurs écrivain. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que le budget est le premier instrument pour développer un pays. Et le budget a trois sources. La première source, ce sont les impôts états, la douane et les inspecteurs des douanes, les inspecteurs des impôts, l'argent qu'il faut rentrer au trésor. La deuxième source, c'est l'endettement. Et la troisième source, ce sont les ressources extractives. Aujourd'hui, en 2024, au niveau de la première source, l'État aura du mal à taxer encore les entreprises parce que les entreprises sont fatiguées par ce qu'on appelle la dette intérieure. Aujourd'hui, l'État doit beaucoup d'argent aux entreprises, les entreprises sont fatiguées, les gens n'embauchent plus et on ne peut plus fiscaliser. Et la deuxième source, c'est l'endettement. Aujourd'hui, si la Cour des comptes valide les chiffres de l'IGF, on sera sur le taux d'endettement de 87%. Dr Thierno Thioune parle de problèmes structurels et opérationnels majeurs et d'une situation grave. Il est économiste et maître de conférence titulaire. Cela stipule que l'État manque de ressources pour mener à bien ses missions essentielles, ce qui peut entraîner des retards dans les paiements, mais il ne faut pas aussi ne pas considérer qu'il pourrait survenir ce qu'on appelle des coupes budgétaires des services publics, mais également une incapacité à investir dans les projets structurants. Nos deux économistes, El Hadj Mansour Samb et Dr Thierno Thioune, prédisent une situation difficile, pour ne pas dire très difficile. Le pays va marcher au ralenti et l'État va falloir que l'État communique énormément pour dire que c'est là où j'ai trouvé le pays et que j'ai besoin de l'aide de nos partenaires techniques et financiers. Le deuxième élément de langage, c'est qu'aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'il y a une perte de confiance. Si tous les investisseurs vont dans les pays où le secteur public est efficace et efficient, il y a un environnement des affaires attractif. Donc, les investisseurs et les citoyens peuvent perdre confiance dans la capacité de l'État à gérer l'économie. Parce que dans les pays comme les nôtres, c'est l'État qui est le secteur, en tout cas économique, le plus prépondérant, dominateur en général. Au vu du constat alarmant que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a dressé, nos économistes estiment que des réformes s'imposent, mais aussi une réduction du train de vie de l'État. RFM. L'actualité internationale. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Fama John, bonjour à tous. Nous démarrons ce journal international au Gabon où le Parlement approuve le nouveau code électoral. C'est une nouvelle étape vers le retour à un régime civil comme promis par la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2023 qui a renversé le président Ali Bongo. Neynoumé Diop. Les 168 députés et sénateurs convoqués en session extraordinaire ont approuvé un nouveau code électoral au terme de 10 jours d'examen de ces 383 articles rédigés par une commission nationale désignée début décembre 2024 par le président de la transition Brice Oligui Nguema. Le nouveau texte octroie notamment 2 sièges de députés aux représentants des Gabonais de l'étranger et permet aux binationaux de se porter candidat à toutes les élections à l'exception de la présidentielle sans renoncer à leur autre nationalité. Il autorise également les magistrats et militaires à se présenter sous condition aux élections, une disposition vivement critiquée par certains opposants qui craignent qu'elle ne permette à ces professions de s'ingérer dans le processus politique via les armes ou des décisions judiciaires. Il dénonce également une disposition taillée sur mesure pour permettre à l'actuel président de se maintenir au pouvoir après la transition. Porté au pouvoir par la junte qui a renversé le président Ali Bongo en 2023, Brice Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils au terme du processus de transition, mais ne cache pas ses ambitions présidentielles selon les médias locaux. Le chef de la police judiciaire, police judiciaire libyenne qui a été arrêtée en Italie. Osama Najim dirige un centre de détention pour migrants à Tripoli. Il est accusé d'abus, de violence et torture contre des migrants dans des centres de détention. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et donc a été arrêté dimanche à Turin selon des médias italiens repris par l'agence France Presse, nous dit Awamaye.
Sur les réseaux sociaux, un journaliste du quotidien Aveniré a décrit, je cite, « Nous pouvons confirmer de bonnes sources qu'en application d'un mandat de la Cour pénale internationale, le chef de la police judiciaire libyenne a été arrêté à Turin. Cependant, l'agence France Presse précise qu'elle n'est pas en mesure de confirmer cette arrestation par le biais de sources officielles. Selon une ONG de secours aux migrants, cette arrestation de Soma Nadjine, surnommé Al-Masri, intervenait après des années de plaintes et de témoignages de victimes. D'après le quotidien La Repubblica, Osama Najima a été interpellé dans un hôtel de Turin à la suite d'un renseignement fourni par Interpol, citant un procureur de cette grande ville du nord de l'Italie. Le journal précise qu'il s'y trouvait en compagnie d'autres Libyens. Son cas va être maintenant examiné par la Cour d'appel de Rome. Pour rappel, depuis longtemps, les groupes internationaux de défense des droits humains condamnent les abus, violences et tortures dont sont victimes les migrants dans les centres de détention en Libye. Lundi 6 janvier, la vidéo d'une Éthiopienne torturée rappelle le sort tragique de ces migrants. Neima Jamal, 20 ans, aux mains de trafiquants d'êtres humains qui demandaient à sa famille une rançon de $6 000 pour sa libération. À Wambaye, Anna, en plein procès, Nicolas Sarkozy, un des fils du colonel Kadhafi qui brise le silence. Dans un entretien exclusif accordé à RFI, Saïf al-Islam s'est confié sur l'affaire du financement présumé de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Il affirme que l'ancien président français a exercé sur lui, au travers d'intermédiaires, des pressions pour qu'il change son témoignage devant la justice. Selon Saïf al-Islam, il a été approché au moins à 3 reprises à partir de 2021 pour modifier son témoignage. On lui aurait proposé de nier tout ce qui se dit d'un soutien libyen de Sarkozy pour les élections de 2007 en contrepartie d'une aide pour clore son dossier devant la Cour pénale internationale. D'ailleurs, il est toujours recherché par la CPI pour crimes de guerre. Sarkozy aurait reçu plus de $2 millions de la Libye pour financer sa campagne électorale. En échange, l'ancien président français devrait conclure des accords et réaliser des projets en faveur de la Libye. L'avocat de Nicolas Sarkozy, interrogé par RFI, parle, je cite, de déclarations fantaisistes et très opportunistes. Merci beaucoup, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui consacré à la corruption. Le prétexte, les propos tenus hier par le chef du gouvernement Ousmane Sonko. Nous serons en ligne avec Eliman Khan, président de l'association Lex Africa, et Abdou Fouta Diakhoumpa, inspecteur du travail à la retraite et formateur à l'ENA, l'école nationale d'administration. Point de vue vers 12h35. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Fama John. Les sports, aujourd'hui, l'actualité des sports dominée par la 12e journée de la Ligue 1. On joue les derniers matchs cet après-midi. Les 2 dernières rencontres pour clore cette 12e journée qui a démarré depuis samedi. À Thiès, au stade Lat Dior de Thiès, Walidane joue contre les HLM de Dakar. Et à Dakar ici, à Ngor, au stade municipal, l'Union sportive de Ouakam reçoit l'AS Pikine. Le football toujours au niveau local avec cette équipe la de Saint-Louis. Linguère de Saint-Louis. Oui, la Linguère de Saint-Louis qui appelle les autorités municipales à tout mettre en œuvre afin de finir les travaux de réhabilitation du stade Mawade Wade pour faciliter la conquête de points en championnat, puisque la Linguère est actuellement 15e. Le fait de jouer à l'extérieur, à l'aller comme au retour, pose problème. Une situation sportive délicate selon Abdoulaye Dieye, qui est le secrétaire général de la Linguère de Saint-Louis, qui invite les Saint-Louisiens à coller autour de l'équipe pour éviter la relégation. Nous l'avons joint ce matin. Bon, la situation, peut-être, on ne dirait pas d'ordre financier. D'habitude, on avait des problèmes financiers, des arriérés de salaire, des problèmes de logistique. Mais cette année, avec le nouveau président, je pense qu'il a su vraiment combler dans cet aspect. Maintenant, sur le plan sportif, c'est là où vraiment on sent que ça ne bouge pas. La Linguère se pointe dans la zone rouge. Mais depuis lors, on est en train de faire le bon diagnostic. Récemment, vous avez vu avec la nomination d'Amara comme entraîneur. Donc, vraiment, nous osons espérer que ce qu'on a vu hier pour le premier match de
Amara sur le banc de la Linguère, mais franchement, on méritait largement de gagner. On a dominé cette équipe goléenne du début à la fin. On s'est procuré beaucoup d'occasions, mais ce qu'on a vu hier, en tout cas, ça augure vraiment des lendemains meilleurs, quoi. Il y a un problème aussi qu'il ne faut pas occulter. La Linguère joue loin de ses bases, parce que tous ces matchs se déroulent à l'extérieur. Si le club ne marche pas, c'est difficile de les faire déplacer. Et sur ce point, vraiment, nous appelons encore les autorités municipales. Donc, ils nous avaient dit que, bon, on s'attendait vraiment à cette période de l'année que la police serait vraiment effective. Mais jusqu'à présent où on vous parle, il n'y a pas quelque chose de clair. On n'est pas encore fixé si réellement quand est-ce les travaux de Mamadou Wade. Et encore une fois, nous les appelons vraiment à nous aider sur ce plan. Pour finir, parlons de la Champions League européenne avec cette nouvelle journée de compétition qui démarre cet après-midi. L'AS Monaco de Crépin et Lamine Camara jouent contre Aston Villa. L'Atlanta de Bergame contre Sturm Graz. Lille défie Liverpool qui est leader en première ligue. Benfica joue contre le FC Barcelone. Atlético de Madrid joue contre le Bayern Leverkusen. La Juve joue contre le club de Bruges. Bologne reçoit Dortmund. Et les Allemands de Stuttgart vont se déplacer pour défier l'équipe de Bratislava Fama. Merci beaucoup Malal. La presse du jour. La presse du jour, lecture et commentaire, Mohamed Diop. Bonjour. Au terme de 9 mois d'exercice pour ce nouveau régime, les constats sont préoccupants selon le Quotidien, qui rapporte une déclaration du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier affirme que les marges de manœuvre budgétaires n'existent quasiment plus. En ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de l'administration sénégalaise, Le Soleil cite le chef de l'État qui met en lumière les défis actuels. Bassirou Diomaye Faye déclare: nous avons une administration républicaine mais souvent figée dans des schémas dépassés. Il annonce la création prochaine d'une agence nationale de centralisation de la commande publique, parmi d'autres mesures destinées à relever les défis. Lors de cette conférence des administrateurs et managers publics, Le Point souligne que malgré les constats alarmants, le chef de l'État confirme la haute autorité du Premier ministre sur l'administration et réitère son soutien indéfectible à Ousmane Sonko et à son gouvernement. Cependant, selon Tribune, Bassirou Diomaye Faye admet implicitement l'échec de Sonko. La gestion des ressources publiques reste également au centre des préoccupations des nouvelles autorités. Selon enquête, entre 2021 et 2023, l'État a acheté 650 véhicules. L'inspection générale d'État appelle d'ailleurs à une évaluation du décret sur les véhicules administratifs et exhorte les administrateurs à plus de responsabilités. Dans le cadre de l'affaire dite Tabaski Ngom, l'Observateur révèle comment l'ancien directeur général de Aprosi a été coulé. Des documents et audios compromettants sont entre les mains des autorités judiciaires et des confrontations avec les mises en cause sont prévues prochainement. L'Obs, parlant toujours de cette arrestation de Mohamed Ba, évoque de vastes transactions financières douteuses mêlant détournement de deniers publics, prêts non remboursés et soupçons de collusion politique. Les Échos soulignent que Tabaski Ngom fait tomber Mohamed Ba, tandis que Direct News informe que Moustapha Diop a été blanchi dans cette affaire. Libération met en lumière un autre scandale au centre des services fiscaux de Grand Dakar. Plusieurs millions de francs CFA ont été détournés via la confection de fausses quittances. L'agent judiciaire de l'État a même porté plainte et un agent du Trésor a été arrêté. Enfin, à Linguère, pour boucler, l'Observateur rapporte les aveux d'un homme qui a tué et démembré sa femme, affirmant avoir agi sous la dictée de Satan. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Merci Mohamed Diop. Midi 32 minutes, nous parlons aujourd'hui d'un point de vue de la corruption dans l'administration. Le prétexte, c'est les propos tenus hier par le chef du gouvernement Ousmane Sonko à Diamniadio, qui a réaffirmé sa détermination à lutter contre la corruption. Pour en parler, nous sommes avec Eliman Kane, président de l'Ex-Africa. Bonjour Eliman. Nous sommes également en ligne avec Abdou Fouta Diakhoumpa, inspecteur du travail à la retraite et formateur à l'ENA. Bonjour Monsieur Diakhoumpa. Bonjour. Alors nous démarrons par vous Eliman. Hier, lors de la conférence des administrateurs et managers publics, le chef du gouvernement a déclaré que le Sénégal est entré dans l'ère de la tolérance zéro
pour la détection et la sanction de ces pratiques, donc la corruption dans l'administration. Alors, Eliman Kane, que vous inspirent ces propos de Ousmane Sonko? Oui, il s'agit de propos très avenants parce que aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'avoir une posture claire et rigoureuse par rapport à la lutte contre la corruption, par rapport à la reddition de comptes. Bon, maintenant, il faut faire remarquer que ce n'est pas la première fois qu'on entend un discours venant des décideurs politiques en matière de tolérance zéro. Nous avons une expérience dans ce pays. Et donc, sur la base de cette expérience-là, nous accompagnons cette tendance, mais également nous la suivons dans le sens d'attendre des mesures concrètes qui vont aller dans cette perspective. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important à partir de là de prendre de grandes mesures, de doser les réformes nécessaires pour cela. Et il s'agit tout simplement d'amener les remèdes à l'impunité, qui est l'obstacle majeur à la transparence, à la lutte contre la corruption, mais également de mieux organiser les structures en charge du contrôle interne d'abord, mais aussi les administrations indépendantes en charge de la même mission aussi. Et je pense que sur ce plan-là, on a besoin d'une rationalisation pour être beaucoup plus efficient dans la lutte contre la corruption et d'autres délits et crimes connexes financiers qui gangrènent notre administration. Et ceci surtout dans un contexte qui a été clairement défini par le président, c'est-à-dire d'un État contraint qui a peu de marge de manœuvre sur le plan budgétaire et financier. Nous savons que nous vivons un stress budgétaire et financier depuis quelque temps. Donc c'est aujourd'hui, plus que jamais, qu'on a besoin véritablement d'être plus rigoureux sur les mesures que nous prenons et sur l'organisation administrative du contrôle et également, surtout, sur les mesures qui permettraient de sortir définitivement de l'impunité. Parce qu'il faut prévoir les comportements délictuels, les comportements fossoyeurs de la République, et ça, c'est par un système d'intégrité rigoureux à mettre en place qu'on peut y arriver. Alors, Abdoufout Djaroumba, quand le chef du gouvernement dit que nous sommes dans l'ère de la tolérance zéro, êtes-vous de cet avis? Ça dépendra de quelle casquette il a revêtu en disant ses propos. Si c'est le chef de gouvernement, chef de parti, PASTEF, on peut émettre des doutes. Si c'est le chef de gouvernement, patron de l'administration publique, à partir de ce moment-là, on peut penser qu'il y a une volonté de lutter contre la corruption. Toutefois, il faut comprendre que l'OFNAC a été créé pour ça. Il y a d'autres mesures qui ont été prises pour assainir plus ou moins certaines mœurs qui ont eu droit de citer dans l'administration publique. Il y a eu le code de déontologie sous le ministère de Mme Viviane Bampassi, ministre de la fonction publique et du renouveau. Mais quel a été le résultat? Ensuite, je crois que c'est vrai que le contexte c'était l'administration publique, mais le Premier ministre devait dire lutte contre la corruption au Sénégal. Et que la corruption ne s'arrête pas simplement au niveau de l'administration publique, il y a la corruption dans le privé. Et les Sénégalais en souffrent. Souvent, pour avoir un prêt bancaire, tu es obligé de donner de l'argent à l'agent de banque et on peut en citer plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est voir qu'est-ce qui est à la base de cette corruption qui de plus en plus s'étend dans toutes les sphères de la société sénégalaise, évaluer les conséquences et prendre des mesures idoines. À la base, la plupart du temps pour l'administration publique, c'est le fait que le service public n'est pas efficient. Autrement dit, l'usager du service public est rarement satisfait.
pour avoir une satisfaction totale ou rapide, il est obligé de soudoyer l'agent qui doit lui rendre le service. En quelque sorte, donc, cette mauvaise qualité du service public en est une explication. Et lorsqu'on, en tout cas, s'en fie à la rumeur, pour ne pas dire l'opinion publique, les corps les plus corrompus, ce sont les corps où le citoyen a le plus besoin de services pour, en tout cas, s'accomplir ou régler des problèmes. Alors, Eliman Ken, le Sénégal qui est donc au 123e sur 180 sur l'indice de corruption, lors du dernier rapport de Transparency International, on avait obtenu 43 points sur 100. Aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement, au-delà des paroles, est-ce que vous voyez des jalons qui sont posés concrètement pour venir à bout de cette corruption, et surtout au niveau de l'administration? Bon, 9 mois après, pour l'instant, ce que nous voyons, c'est seulement des discours. On ne va pas encore, comme je l'ai dit, des réformes majeures allant dans ce sens. Mais nous avons vu que dès le début, le président a marqué le coup, sa première lettre adressée aux gens de l'administration, et ensuite sa décision, c'est-à-dire l'invitation de sortir tous les rapports de cours de contrôle, ce qui n'est toujours pas encore le cas d'ailleurs, il faut le rappeler. Et donc, on a vu qu'il y a effectivement une voie qui est dégagée dans ce sens. Mais il n'y a pas encore d'acte majeur. Et je pense que ce genre d'acte-là, de rupture surtout, parce que nous savons tous comment nous sommes gangrénés par la corruption, c'est les actes qu'il faut poser en premier lieu. Et en posant des actes, il faut aussi donner des messages à toute la société. Et le meilleur des messages, c'est le message de l'exemplarité. C'est-à-dire commencer par soi-même. Donc prendre des mesures contre ses propres avantages pour dire que voilà, je suis le premier à montrer que je suis prêt à faire, à revenir à l'orthodoxie nécessaire. Et il faut que les autres fassent comme moi. Sinon, je pourrais effectivement logiquement les réprimer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où ce phénomène a gangréné effectivement toute la société. C'est notre grand mal, pour ne pas dire le cancer, qu'il faut traiter. Et donc, je pense que le médecin n'a pas le choix. Il faut qu'il s'y mette rapidement et directement avec un traitement rigoureux. Et je pense que s'ils disent tolérance zéro, ils vont quand même faire suivre les actes à la parole. Parce que ça ne suffira pas. Merci beaucoup, Eliman Kane, président de l'ex-Africa. Nous allons enchaîner avec Abdou Fouta Diakhoumpa. Abdou Fouta Diakhoumpa, je rappelle que vous êtes inspecteur du travail à la retraite. Alors, Ousmane Sonko, il avait déclaré déjà au mois de septembre il avait déclaré donc au mois de septembre que des enquêtes seront ouvertes sur la corruption généralisée au sein de l'administration. Hier, à Diamniadio, il émet encore l'idée, ou bien il déclare encore la fin de la tolérance zéro. Concrètement, selon vous, est-ce qu'il y a des actes qui sont posés, des actes qui sont palpables par ce nouveau régime pour venir à bout de la corruption? À ma connaissance, aucun acte n'a été posé. Rien depuis leur prise du pouvoir? Ah oui, à mon sens, parce que c'est pourquoi j'ai posé tout à l'heure la question, c'est sur quelle casquette il parle. Deux fois de suite, vous dites la même chose et on ne voit pas d'effet. Ensuite, en le disant, vous ne dites pas comment vous allez le faire. Me rend en tout cas moins dubitatif. La corruption, ce n'est pas une chose qu'on peut éradiquer par la parole. Ça s'est installé progressivement au Sénégal comme un cancer. Il faudra du temps pour pouvoir en venir à bout. Et pour ce faire, certes, l'exemplarité est un moyen, mais l'autre moyen, c'est le fait de s'inspirer de Singapour, où le dirigeant ne se préoccupe pas d'un autre mandat, ne se préoccupe pas des groupes de pression, parce que quel que soit X, la plupart du temps, ceux qui sont corrompus, pour ne pas dire ceux qui acceptent la corruption, s'organisent de telle sorte que
il constitue une sorte de groupe de pression. Autrement dit, les corps les plus corrompus, ou du moins selon l'opinion publique qui sont les plus corrompus, la plupart du temps se constituent en un groupe qui s'autoprotège de telle sorte que ce sera difficile d'en venir à bout. Et pour en venir à bout, donc il faudrait poser des actes forts et non pas se limiter à simplement des paroles. Maintenant, il faut comprendre que le problème, ce ne sont pas les fonctionnaires. Le problème, c'est la société sénégalaise qui accepte la corruption et qui promeut la corruption. À partir de ce moment-là, il sera extrêmement difficile de l'extirper de l'administration publique si vous ne commencez pas par la société dans sa globalité. Et pour ce faire, la première chose, c'est l'éducation. La deuxième chose, c'est de bien former les agents publics. Et cette formation, en tout cas, pose énormément de problèmes du point de vue même technique, sans parler maintenant du point de vue moral. C'est tout un travail à faire alors. Au finish, il faudrait aussi que des sanctions puissent être en tout cas infligées et rendues publiques pour montrer véritablement qu'on est en train de lutter contre la corruption. Il reste évident que l'État lui-même souvent peut être accusé de corruption, l'État lui-même. Dès lors que ce sont les agents publics qui font la corruption, mais aussi les tenants du pouvoir, souvent dans leur comportement, on peut y déceler plus ou moins de la corruption. Parce que quand vous acceptez des choses qui normalement sont hors de l'orthodoxie pour avoir la paix sociale, mais c'est une forme de corruption. Donc globalement, je crois qu'il faudrait que des actes forts soient posés et qu'on n'en s'en limite pas simplement à des paroles à chaque grand forum pour, en tout cas, l'effet négatif. C'est mon point de vue là-dessus. Merci beaucoup, Abdou Fouta Diakhoumpa. Vous êtes inspecteur du travail à la retraite et formateur à l'ENA, École nationale d'administration. Il est 12h45. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. El Haj Ndjogoudjen Awambayi. Merci à Ahmed Ndiaye. Merci également à Abdoulaye Diop. Merci à vous tous qui nous suiviez sur la radio Futur Média. Retrouvez justement Haj Ndjogoudjen à 13h pour le journal en Wolof. Bonne suite de programmes sur la radio Futur Média. Bon après-midi.